Bonsoir, installez-vous confortablement, ajustez votre couverture, et laissez votre esprit se détacher du monde réel, car ce soir, je vous emmène très loin. Sur une île oubliée des cartes, entourée de brume et chargée de secrets. Une Daybise, île que les anciens appellent l'île des murmures, où chaque pierre semble porter une confession et chaque souffle de vent, un souvenir. Mais avant tout, ce récit commence, non pas avec un cri, mais avec un chuchotement. Une lettre arrivée sans timbre, sans signature, une invitation, une mise en garde, et une promesse, celle du « je suis », mais attention, sur elle préparez-vous. Mes amis, car ce mystère, alors, êtes-vous prêts à dites-moi en commentaire, de que le 14 septembre, à 9 heures précises du matin, je reçus une enveloppe dont l'aspect attira immédiatement mon attention. Le papier était ivoire, d'un grain épais et parfumé à la lavande. Aucun cachet postal, aucune adresse d'expéditeur, seulement ces mots, écrits à la main avec une calligraphie raffinée, à l'attention de Monsieur Hercule Poirot, détective privé, Londres. Je rompis le sceau de cire, un hibou gravé dans un blason ovale, et dépliai la lettre. Elle émanait d'un certain comte Albin de Valcourt, un nom dont la noblesse résonnait davantage dans les salons de l'aristocratie française que dans les journaux criminels. Il m'invitait à passer 3 jours sur sa propriété familiale, située sur une île privée au large de la Bretagne. Le motif évoqué était vague, un trouble d'ordre moral, une atmosphère devenue insoutenable, et le sentiment qu'un drame était déjà arrivé, ou s'apprêtait à se produire. Naturellement, mon esprit fut piqué. Il ne s'agissait pas là d'une simple villégiature. Non, mes cellules grises me soufflèrent qu'un mystère m'attendait. Et, comme toujours, lorsqu'un mystère m'attend, je réponds présent. Le voyage jusqu'à la côte se fit sans incident, mais la traversée vers l'île des Murmures, elle, fut une toute autre affaire. Le bateau du comte était un petit voilier nommé le Silencieux. Le nom, je le notai aussitôt, n'était pas anodin. Le marin, un homme nommé Baptiste, parlait peu, et regardait l'horizon comme s'il craignait que celui-ci s'effondre à tout moment. Lorsque l'île apparut enfin dans la brume, je compris pourquoi elle avait ce nom étrange. Le vent soufflait sans bruit. Les vagues semblaient s'écraser contre les rochers en silence. Même les goélands, perchés sur les falaises, n'émettaient aucun cri. Une île suspendue hors du monde. Une île où les mots s'éteignent. Le manoir du comte, baptisé la Bastide du vent, dominait la mer depuis un promontoire de pierre noire. Ses tourelles effilées semblaient transpercer les nuages, et ses vitraux, ternes, réfléchissaient à la lumière, comme les yeux d'un mort. On m'attendait sur le quai, un majordome au teint cireux, vêtu d'une livrée impeccablement noire. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix sans timbre, le comte vous attend dans le salon nord. Veuillez me suivre. » Je marchais en silence, à travers une allée bordée de cyprès, le bruit de mes pas étouffé par un tapis de mousse. Chaque élément du décor, chaque pierre, chaque fenêtre semblait contenir un secret. En entrant dans le grand hall du manoir, un détail attira mon regard. Au-dessus de l'escalier principal, un vitrail circulaire représentant une horloge, dont les aiguilles tournaient à l'envers. Le majordome me conduisit à travers un enfilade de couloirs sombres, chacun éclairé par de hauts candélabres dont la flamme oscillait lentement, comme si l'air lui-même hésitait à se mouvoir. Le manoir exhalait une odeur de cire, de bois anciens et de fleurs séchées. Le silence y était total, pesant, presque surnaturel. Nous pénétrâmes dans le salon nord. C'était une vaste pièce circulaire, habillée de tentures vertes et pourpres, avec une cheminée de marbre noir sculptée d'emblèmes marins, hippocampes, tridents, coquillages. Le seul bruit provenait d'un vieux phonographe qui jouait en sourdine une valse lente et légèrement désaccordée. Assis dans un fauteuil capitonné de cuir grenat, le comte Albin de Valcourt m'attendait. Il était vêtu d'une robe de chambre, en velours bleu nuit, les cheveux gris tirés vers l'arrière avec soin, et ses mains fines tenaient un verre de cognac sans y toucher.
Monsieur Poirot, dit-il en se levant, c'est un honneur que d'accueillir l'esprit le plus redouté de Belgique sur mes terres. Je m'inclinai avec courtoisie. Le plaisir est pour moi, monsieur le comte. Quiconque fait appel à mes services mérite au minimum que l'on l'écoute. Il m'invita à m'asseoir face à lui, puis fit signe au majordome de nous laisser seuls. Une fois la porte close, il porta son regard vers la fenêtre. Cette île, monsieur Poirot, m'a été léguée par ma grand-mère. C'était son refuge. Et peut-être son tombeau. Je haussai un sourcil. Un tombeau, dites-vous? Voilà un mot qui mérite éclaircissement. Le comte se pencha légèrement vers moi. Il y a une semaine, une de mes invitées, mademoiselle Claire Dupré, a disparu sans laisser de traces. Elle était ici pour un séjour de repos. Une nuit, elle a quitté sa chambre et n'est jamais revenue. Je pris mentalement note du nom. A-t-elle été vue quittant le manoir? Non. Mais, et je vous en prie, ne me prenez pas pour un homme influençable. 1 heure après sa disparition, nous l'avons entendu parler. Parler, monsieur? Où? Cela? À l'intérieur des murs, comme si sa voix provenait des fondations de la maison. Une voix chuchotée. Je restai immobile. Puis, calmement, je sortis mon carnet. Commençons par le commencement, monsieur le comte. Dites-moi tout sur vos invités et sur cette mademoiselle Dupré. Il hocha la tête. Ils sont 6 et chacun d'eux cache quelque chose. Mais Claire, elle seule avait peur. Peur du manoir, peur de l'île, peur du bruit du vent la nuit. Je posai mon stylo. Bah alors, monsieur le comte, c'est dans le vent que nous commencerons à écouter. Car sur l'île des murmures, même les silences parlent. Le lendemain matin, après un sommeil agité par le craquement des poutres et le sifflement du vent à travers les persiennes, je me rendis dans la salle à manger. Le comte m'avait promis une rencontre avec l'ensemble de ses invités. Il est essentiel, vous savez, de voir les visages avant d'entendre les mots. L'âme humaine se lit d'abord dans les silences. La salle était vaste, ornée de peintures, marines et de porcelaine bleue. Une grande baie vitrée offrait une vue directe sur la mer, où les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une lenteur presque théâtrale. La table, quant à elle, avait été dressée avec un soin méticuleux. Vaisselle ancienne, serviettes pliées en forme de lys, et un seul chandelier d'argent au centre. Ils étaient déjà là. D'abord, Madame Léontine Bracquemont, une mère, veuve aux cheveux d'acier, vêtue de noir des pieds à la tête, le regard acéré comme un coupe-papier. Elle me salua avec un hochement de tête digne d'un jugement. À ses côtés, le docteur Jules Montfort, un homme aux lunettes rondes et à la voix douce. Il tenait une tasse de café comme s'il examinait une coupe de sang. Il parlait peu, mais observait tout. Plus loin, mademoiselle Agathe Rousseau, jeune actrice aux yeux clairs et aux gestes dramatiques. Chaque mot qu'elle prononçait semblait sortir d'un script invisible. Elle me fixa longuement, comme si elle essayait de deviner quel rôle je jouais dans sa pièce. Puis vint monsieur Rémy de la Tour, financier élégant à la moustache impeccable, un homme dont les compliments semblaient toujours dissimuler un calcul. Il me serra la main un peu trop fermement, un peu trop longtemps. À l'extrémité de la table se tenait un couple, les époux Bellamy. Lucien, ancien militaire, raide, comme un sabre, et son épouse Élise, aux doigts fins et aux yeux tristes, comme enfermés dans un monde intérieur inaccessible. Ils ne parlaient que lorsqu'on leur posait une question directe. Chacun d'eux me salua poliment, mais avec une nuance dans la voix, un frisson dans le regard. Ils savaient pourquoi j'étais là, et cela les rendait nerveux. Je pris place. Le comte leva son verre de jus d'orange avec solennité. Mes chers amis, je vous présente monsieur Hercule Poirot. Il est ici pour comprendre ce que nous n'avons pas su expliquer. Un silence suivit. Puis mademoiselle Rousseau souffla. Vous croyez qu'il y a eu crime, monsieur Poirot? Je lui répondis calmement. Je crois, mademoiselle, que là où une personne disparaît sans trace, il ne faut jamais présumer d'un accident. Il faut d'abord écouter les murmures.
Et dans cette pièce, croyez-moi, il y en avait beaucoup. Après le petit déjeuner, je demandai à visiter les lieux. Le comte m'assigna une domestique discrète, prénommée Jeanne, pour me guider dans les différentes ailes du manoir. Elle marchait devant moi en silence, les mains jointes dans son tablier, les yeux fixés au sol comme si les tapis eux-mêmes recelèrent des secrets. Nous passâmes devant le salon de musique, où un clavecin semblait n'avoir pas été touché, depuis une génération, puis devant la bibliothèque, où les livres s'alignaient avec une telle régularité qu'il m'était évident qu'ils n'avaient pas été lus, mais disposés comme des témoins muets. Enfin, nous arrivâmes à l'escalier de l'aile est. Dans l'après-midi, alors que les invités se dispersaient, chacun dans leur activité feinte, lecture, tricot, promenade sans but, je demandai à visiter les alentours de l'île. Le comte de Valcourt m'indiqua un sentier menant vers l'extrémité ouest, où se trouvait un ancien phare désaffecté. « On l'appelle la Tour des Vents », dit-il. « Elle ne sert plus à guider les marins, mais certains prétendent qu'elle attire autre chose. » Je haussai légèrement un sourcil. « Des légendes, monsieur le comte, ou des mensonges utiles ?» Il ne répondit pas. Je partis seul, les bottines foulant les feuilles mortes. Le chemin serpentait entre des buissons, d'ajoncs, et le vent portait avec lui un chant sourd, non un hurlement, mais une modulation, comme un souffle qui hésite à devenir parole. La tour des vents apparaissait enfin, une structure de pierre blanche, haute et effilée, rongée par le sel et le temps. Elle dominait les falaises comme une sentinelle oubliée. La porte était entr'ouverte. Je pénétrai à l'intérieur. L'odeur d'humidité et de rouille était forte. Un escalier en colimaçon menait au sommet. Je montai avec précaution, le bois des marches craquant sous mon poids. En haut, une lanterne brisée pendait encore du plafond, et les vitres salies laissaient à peine filtrer la lumière. Mais ce fut sur le sol que je fis la découverte la plus curieuse. Une écharpe de soie, violette, coincée sous une pierre, plate. Je la retirai. Elle était parfumée, au jasmin. Le même parfum que j'avais détecté dans la chambre de mademoiselle Dupré. Il y avait donc eu un passage ici. Je redescendis, l'écharpe soigneusement pliée dans ma poche. Alors que je refermais la porte, un bruit léger, presque inaudible, me fit me retourner. Un battement, un murmure. Je restai immobile, et dans l'ombre de l'escalier, je vis une silhouette s'effacer, trop rapide, trop furtive pour être identifiée, mais réelle. De retour au manoir, je croisai Madame Bracquemont, qui m'observa longuement. « Les vieilles pierres de cette île aiment les secrets, dit-elle. Mais elle les déteste quand ils remontent à la surface. » Je répondis calmement. Heureusement pour elle, madame, je suis un homme qui sait plonger. Et je savais déjà que l'île, dans sa prétendue quiétude, venait de m'adresser son premier avertissement. Ce soir-là, après le dîner, un repas marqué par un silence pesant et des regards fuyants, je demandai à interroger chaque invité en privé. Il est dans ma méthode de considérer que la vérité ne se livre pas sous les projecteurs, mais à la lumière tamisée des entretiens discrets. Je commençai par le docteur Montfort. Nous étions assis dans la bibliothèque, les fauteuils tournés vers la cheminée. Il croisa les mains, les doigts tremblants à peine. Un homme rationnel, à n'en pas douter, mais dont la rationalité semblait ébranlée. « Connaissiez-vous bien mademoiselle Dupré, docteur ?» Assez pour savoir qu'elle ne dormait pas, monsieur Poirot. Elle venait me voir presque chaque nuit, prétextant des mots imaginaires. En réalité, elle avait peur. De quoi, selon vous? Il hésita, d'elle-même, ou de quelque chose qu'elle avait entendu. Elle disait que l'île parlait, que la mer chuchotait des noms qu'elle n'avait jamais appris. Je notai l'information, puis le remerciai. Vint ensuite Rémi de la Tour. Toujours impeccable, toujours charmant,
mais son sourire, ce soir, était figé. Il s'assit avec nonchalance. Mademoiselle Dupré et moi avions une amitié légère, dit-il. Rien de sérieux. Mais elle était fascinée par les murs, par les échos, par ce qu'elle appelait les voix d'en bas. Elle était très sensible. Trop, peut-être. Avez-vous remarqué un changement dans son comportement? Il hocha la tête. La dernière nuit, elle était pâle, agitée. Elle a dit une phrase étrange. Si je parle, ils vont m'enterrer. J'ai cru qu'elle exagérait. Je passai ensuite à mademoiselle Agathe Rousseau. Elle s'installa comme sur scène, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. Claire était douce, dit-elle. Mais elle avait ce regard, comme si elle voyait quelque chose que nous ignorions. Elle griffonnait sans cesse dans son carnet, des visages, des portes, des mains. Une nuit, je l'ai trouvé dans le couloir, les yeux fermés, murmurant « Il est dans la pierre ». Je fis venir ensuite Lucien Bellamy. Il parla peu. Ancien militaire, son langage était direct. Elle avait peur, c'est tout. On en voit des comme ça. L'esprit trop faible pour les lieux chargés. Ce manoir est lourd, il pèse. Et votre épouse, monsieur, a-t-elle remarqué quelque chose? Il fronça les sourcils. Élise, elle ne parle pas beaucoup. Depuis la guerre, elle observe. Vous devriez lui demander. Mais, allez-y doucement. Je convoquai enfin Élise Bellamy. Une femme fine, discrète, dont la voix était presque un souffle. Claire était seule, même entourée. Et elle savait des choses. Trop, peut-être. Mais elle n'a pas fui. Non, elle est encore ici. Je me penchai. Comment pouvez-vous en être si sûre, madame? Elle sourit doucement. Parce que, je l'entends encore, certaines nuits. Elle me dit, je suis sous vos pieds. Je restai silencieux. Puis je refermai mon carnet. Ce n'était plus une disparition. C'était une présence. Le lendemain matin, je retournai seul dans la chambre de mademoiselle Dupré. La lumière grise perçait à travers les rideaux fins, projetant des lignes obliques sur le parquet. L'atmosphère semblait plus pesante qu'à ma dernière visite, comme si le silence s'épaississait avec chaque heure d'absence. Je m'approchai de la coiffeuse. Le miroir, malgré sa fissure, me rendait toujours mon reflet, un peu plus soucieux, un peu plus attentif. Je posai la main sur le carnet à dessin et l'ouvris de nouveau. À ma grande surprise, certaines pages avaient été arrachées. Je descendis immédiatement voir Jeanne, la domestique. Elle baissa les yeux dès que je prononçai le mot « carnet ». Je les ai ramassés, monsieur. Quelqu'un les avait jetés dans la cheminée, mais le feu n'avait pas pris. Je les ai conservés, sans oser les montrer. Elle me tendit un petit paquet de feuilles froissées, certaines tachées de cendre. Je les pris délicatement et les dépliai une à une, des croquis. Toujours ce même visage, mais cette fois, il était placé devant des murs, des pierres, un tunnel, et enfin, un escalier en colimaçon. En bas de l'une des pages, on pouvait lire « L'entrée est sous la tour, là où la mer recule ». Je me rendis aussitôt dans le bureau du comte de Valcourt. « Monsieur le comte, y a-t-il un passage sous la tour des vents? Un accès? Oublié peut-être » Il fronça les sourcils. « Il y a bien un ancien cellier, creusé à même la falaise, un passage que mon grand-père utilisait pour stocker le vin. Mais il est scellé depuis des décennies. Pourquoi ?» Je lui montrai les dessins. Il pâlit. Je croyais ce lieu oublié. S'il existe encore, et si quelqu'un s'y est aventuré, alors il faut y aller, immédiatement. Nous descendîmes au pied de la tour. Derrière un pan de végétation que nous fîmes écarter par Griggs, le jardinier muet, se trouvait une trappe métallique rouillée, camouflée par les herbes. Haute, elle était verrouillée par une chaîne ancienne, mais non inviolée. Le comte brisa le cadenas d'un coup sec avec un vieux levier. Nous descendîmes prudemment. L'escalier était étroit, humide, et taillé dans la pierre brute. L'air devenait plus lourd à mesure que nous progressions.
une odeur de sel, de moisissure, et autre chose, le parfum de jasmin. À quelques mètres du fond, je m'arrêtais. Là, contre le mur, était posée une écharpe violette, identique à celle trouvée dans la tour. Et sur la pierre, écrit au charbon, « Je suis ici. Mais je ne suis pas seul. » Je fis signe au comte de retour au manoir. Je passai le reste de la journée à mon bureau de fortune, installé dans une petite pièce attenante à ma chambre. J'y avais disposé mes notes, les croquis de mademoiselle Dupré et les feuilles à demi brûlées retrouvées par Jeanne. J'étudiais les détails, les répétitions, les ombres dessinées, car tout ce qui est récurrent trahit une obsession, et toute obsession révèle un lien invisible. En début de soirée, un mot glissé sous ma porte attira mon attention. Une simple feuille pliée, sans signature. 3 mots y étaient inscrits, à l'encre noire d'une main nerveuse. « Elle est vivante. » Je ne perdis pas un instant. Je fis appeler Élise Bellamy. Elle arriva sans bruit, comme toujours, et s'assit face à moi avec la délicatesse d'une apparition. « Vous m'avez dit d'entendre la voix de mademoiselle Dupré. Et vous l'entendez encore. Où? Quand? » Elle me fixa longuement. Puis, d'une voix douce, presque lasse, « Dans le mur, derrière le salon de musique. La nuit, quand tout dort. Parfois elle appelle, parfois elle pleure. » Je me rendis sur le champ dans la pièce indiquée. Le salon de musique était désert. Le clavecin reposait dans son silence poussiéreux, mais, en posant l'oreille contre le mur du fond, un frisson me traversa, un souffle, une vibration, légère, mais bien réelle. Je fis venir Griggs, le jardinier, et lui demandai un outil pour sonder la cloison. Il revint avec un vieux pied de biche. À mon signal, il enfonça l'outil dans une rainure fine, dissimulée dans la moulure du lambris. Un claquement sourd résonna. La paroi bougea légèrement. Nous retirâmes les planches une à une, révélant une cavité étroite, obscure, et un escalier descendant. Je pris une lampe, descendis prudemment. Le passage conduisait à une pièce voûtée, froide, dont les murs étaient de pierre nue. Au centre, une chaise, une couverture, une lampe à huile. Et contre le mur, recroquevillé, le regard figé d'épuisement et de stupeur, mademoiselle Claire Dupré. Elle était vivante. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait. Je me penchai. « Mademoiselle, vous êtes en sécurité. Je suis Hercule Poirot. On vous a cherché. Parlez, je vous en prie. Qui vous a enfermé ici ?» Elle murmura enfin. Une seule phrase. Je les ai entendus comploter. Je devais disparaître. Mais je sais qui. Je sais pourquoi. Je remontais en silence, et je savais alors que l'île n'avait pas fini de parler. Mademoiselle Dupré fut immédiatement conduite à l'infirmerie, où le docteur Montfort, visiblement bouleversé, s'occupa d'elle avec une attention fébrile. Je restai à ses côtés, notant chaque réaction, chaque geste, chaque silence. Le corps fatigué, mais l'esprit lucide, elle me demanda un carnet et un crayon. « Ma voix est faible, » murmura-t-elle, « mais ma mémoire, intacte. » Elle commença à écrire. Son écriture, tremblante au début, se stabilisa à mesure que les souvenirs s'organisaient. Ce qu'elle me révéla, ligne après ligne, forma une toile d'araignée aussi froide que brillante. Tout avait commencé par des murmures, entendus par hasard, alors qu'elle errait dans les couloirs, insomniaque. Une conversation à voix basse entre 2 personnes. Elle reconnut les voix, celles de Madame Bracquemont et de Rémy de la Tour. Ils parlaient d'un testament, d'un document que le comte de Valcourt aurait détruit, et d'une clause oubliée, plaçant l'héritage de l'île dans des mains inattendues. Claire, intriguée, avait commencé à fouiller. Elle lut de vieux journaux, trouva des lettres dans une armoire déverrouillée, et découvrit qu'il existait un lien entre Madame Bracquemont et le notaire ayant enregistré la dernière version du testament. Elle en parla à Agathe Rousseau, pensant pouvoir lui faire confiance.
Mais Agathe rapporta ses propos. Et dès le lendemain, Claire sentit l'atmosphère changer. On la surveillait. On murmurait à son passage. Une nuit, elle fut abordée par Rémi. Il tenta de la convaincre de partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle refusa. Elle écrivit qu'au soir de sa disparition, elle avait vu Élise Bellamy l'attendre près de la Tour des Vents. Elle l'avait suivie, croyant qu'elle souhaitait lui parler. Mais arrivée à la trappe, elle fut poussée. Non, violemment. Froidement. Calculée. Enfermée. On lui apportait de l'eau, de la nourriture, mais pas de lumière. Et jamais un mot, elle n'avait entendu que le vent. Et les pierres. Je reposai le carnet. Le docteur Montfort me regarda longuement. Vous croyez vraiment qu'ils auraient tué pour un héritage? Je répondis calmement. Non, docteur. Ils n'ont pas tué. Pas encore. Ils ont fait disparaître. Ce qui, à mes yeux, est une tentative de crime prémédité. Je sortis de la pièce et me dirigeai vers le salon, où tous les invités étaient réunis autour du feu, feignant la détente. Je me tins debout, devant eux. « Mesdames, messieurs, dis-je d'une voix claire, il est temps de parler franchement, car cette maison a tenté de contenir un secret, mais ce secret vit, respire, et se souvient. » Tous levèrent les yeux vers moi, et dans l'ombre du lustre, un murmure. Le salon du manoir était silencieux, presque figé. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, lançant des éclats rouges sur les visages tendus de mes hôtes. Je fis quelques pas, les mains jointes derrière le dos, et observai chacun de leurs regards. Certains fuyants, d'autres tremblants, un ou deux, provocateurs. Je pris la parole sans hausser le ton, sans hausser. Chez Poirot, l'indignation ne crie jamais, elle résonne. Claire Dupré a été retrouvée vivante. Elle est en sécurité. Et surtout, elle se souvient. Un frisson traversa la pièce. Rémi de la Tour baissa les yeux. Madame Bracquemont, elle, garda la tête haute, mais son teint s'était décoloré. Agathe Rousseau serra les bras autour de sa poitrine. Quant aux époux Bellamy, ils restèrent figés comme deux statues qu'on aurait oubliées dans un couloir. Elle a entendu. Des voix, repris-je. Des voix discutant de falsification, de dissimulation, et d'un testament qui, s'il était connu, aurait fait de cette île la propriété non pas du comte actuel, mais de son demi-frère, un homme dont le nom fut effacé des registres. Je laissai flotter un silence. Puis, ce testament, mes chers amis, existe encore. Il a été caché, mais pas détruit. Et mademoiselle Dupré l'a vu. Elle en a pris une copie. Voilà pourquoi elle a dû disparaître. Madame Bracquemont, enfin, prit la parole. Sa voix était ferme, mais sèche. Elle n'était qu'une fille nerveuse, impressionnable. Elle se montait la tête. Cette histoire d'héritage n'est qu'un vieux mythe de famille. Je haussai un sourcil. Vraiment? Alors pourquoi l'avoir conduite vous-même vers la Tour des Vents, la nuit de sa disparition? Pourquoi l'enfermer dans un réduit de pierre? Pourquoi ce silence, madame? Elle ne répondit pas. Je me tournai vers Rémi. Et vous, monsieur de la Tour, vous qui avez tant à dire sur l'art de la persuasion, était-ce vous qui apportiez nourriture et eau à Claire dans sa prison? Ou était-ce votre tâche de surveiller qu'elle ne sorte jamais? Il se leva brusquement. Je n'ai rien fait. Je voulais l'aider. Je lui avais dit de partir. Je lui avais dit de ne pas se mêler de ce qui la dépassait. Mais ce qui dépasse l'intérêt personnel, monsieur, ce n'est pas le danger, c'est la vérité. Je me tournai enfin vers Élise Bellamy. Elle m'observait, paisible. Vous saviez, madame, vous aviez vu, vous aviez entendu, et pourtant, vous n'avez rien dit. Pourquoi? Elle répondit dans un murmure si doux que le feu sembla l'écouter. Parce que j'ai entendu Claire pleurer, et j'ai reconnu en elle la jeune femme que j'ai été autrefois, silencieuse, invisible, brisée. Je n'ai pas parlé, mais je l'ai protégée comme j'ai pu, en laissant le passage entrouvert.
Je m'approchai. « Alors vous avez ouvert la porte ?» Elle acquiesça. Le silence revint, mais il n'était plus pesant. Il était libéré, et dans ce salon désormais vidé de ses masques, je sus que l'île des murmures avait enfin commencé à se taire. La nuit tomba sur l'île avec une lourdeur inhabituelle. Le vent, d'ordinaire si bavard, semblait s'être tu, comme pour laisser place au souvenir de ce qui avait été dit. Je me retirai dans ma chambre, non pour me reposer, mais pour écrire, relire et recomposer les fils de cette affaire, désormais presque entièrement dénouée. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons d'un soleil pâle traversaient les vitres embrumées, je fis appeler le comte de Valcourt dans mon cabinet temporaire. Il arriva sans sa robe de chambre ni ses gants de cuir, simplement vêtu d'un costume sombre, le regard plus clair qu'à notre première rencontre. « Monsieur Poirot, dit-il, je vous écoute. » Je ne répondis pas immédiatement. Je pris une feuille dans mon carnet et la lui tendis. Il y lut les dernières lignes du journal de Claire Dupré. Puis il s'assit. « Je ne connaissais pas toute l'étendue de cette histoire, murmura-t-il. Je savais qu'il y avait eu des tensions dans la famille. Mais je ne soupçonnais pas que le testament avait été modifié en secret, que ma propre légitimité ici pouvait être remise en question. » Je le regardais sans ciller. « Ce n'est pas votre nom qui est en cause, monsieur le comte, c'est votre silence. Le silence d'un homme qui a préféré ne pas chercher, car parfois, chercher, c'est risquer de trouver. » Il acquiesça. Plus tard dans la journée, je fis convier tous les invités dans la bibliothèque. Claire Dupré, affaiblie mais digne, entra la dernière. Le silence se fit, plus profond que jamais. Je pris la parole. « Mesdames et messieurs, vous êtes réunis ici non pour écouter un verdict, mais pour entendre ce que vous savez déjà. Une jeune femme a été emprisonnée dans ce manoir, pour le seul crime d'avoir vu ce que d'autres préféraient cacher. Vous avez tous à divers degrés participé à cette conspiration par action, complicité ou silence. » Je fis une pause. « Mais elle est en vie. Et elle parlera. Devant les autorités si nécessaire. Ou devant vous. » Claire s'avança. Son regard passa sur chacun d'eux, sans haine, mais sans pitié non plus. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux que cette maison cesse d'étouffer les voix. Que cette île arrête d'ensevelir ce qu'elle ne comprend pas. Je partirai. Mais je partirai libre. » Personne ne répondit. Et ce fut suffisant. Ce soir-là, dans le salon nord, je retrouvai Élise Bellamy, assise près du feu. Elle m'offrit une tasse de thé qu'elle avait préparée elle-même. « Vous avez libéré une femme, monsieur Poirot, mais aussi une île. » Je pris la tasse. « Non, madame. C'est la vérité qui a libéré l'île. Moi, je n'ai fait qu'écouter. » Dans le couloir, le plancher grinça. Non comme un gémissement, mais comme un soupir de soulagement. Le lendemain matin, l'air était plus doux. Un vent léger soufflait depuis le large, balayant les brouillards qui entouraient l'île depuis plusieurs jours. Le silence de l'île des murmures n'était plus pesant. Il devenait naturel. Comme si la vérité, une fois dite, avait dissipé le poids invisible qui planait sur les murs. Je pris mon petit déjeuner seul, dans la véranda sud. Une nappe blanche battait doucement dans la brise, et le thé fumait encore dans sa tasse de porcelaine. J'entendais au loin les pas de Griggs, le jardinier, occupé à dégager les herbes folles près de la tour des vents. Même lui semblait marcher plus droit. Claire Dupré s'approcha. Elle portait un manteau beige et une valise modeste. Elle s'arrêta à l'ombre du rosier sauvage et s'inclina légèrement. « Je pars aujourd'hui, » dit-elle. « J'ai écrit ce qu'il fallait écrire. J'ai donné à l'inspecteur venu du continent tout ce qu'il fallait. Je ne reviendrai plus ici. » Je me levai, retirai mon chapeau. « Vous repartez, mademoiselle, mais vous ne fuyez pas. C'est très différent. » Elle me remercia du regard. Elle était pâle, mais droite, vivante. Le comte de Valcourt la rejoignit, lui tendit une enveloppe. «
Ce qu'il reste de ce domaine vous revient, mademoiselle. Une part de ce qui a été pris doit être rendue. Elle ne répondit pas, mais prit l'enveloppe. Elle descendit vers le quai, où un petit bateau l'attendait. Griggs, silencieux, l'aida à embarquer. Je restais debout sur le perron, les mains croisées, observant la silhouette du navire s'éloigner. Dans l'après-midi, Madame Braquemont fut conduite hors du manoir par les gendarmes venus spécialement pour l'interroger à Quimper. Rémy de la Tour avait disparu à l'aube. Le comte n'avait pas tenté de le retenir. Quant à Agathe Rousseau, elle était restée enfermée dans sa chambre, criant à l'injustice, au théâtre, au complot. Mais personne ne l'écoutait plus. Les époux Bellamy, eux, partirent dans la discrétion. Élise me laissa une note sur ma table de nuit. Merci d'avoir redonné voix au silence. J'essaierai de faire de même, désormais. Le soir venu, je fis le tour du manoir une dernière fois. Dans le salon de musique, le clavecin était resté ouvert. Une seule touche enfoncée, comme un soupir prêt à naître. Je refermai le couvercle, avec douceur. Je passai devant la chambre de Claire. Vide, propre. Une fleur fraîche sur la table de nuit. Un geste de Jeanne. Enfin, je regagnai mes appartements et m'assis devant ma valise. L'enquête était close, mais comme toujours, je n'étais pas pressé de partir. Car sur cette île oubliée, entre les pierres et les soupirs, j'avais vu bien plus qu'un crime. J'avais vu ce que l'oubli peut faire à l'âme humaine, et ce que la vérité peut réparer. Le matin de mon départ, je me levai avant l'aube. Il y a, dans le lever du soleil sur une île comme celle-ci, quelque chose de solennel, comme si la lumière elle-même venait vérifier que l'obscurité n'avait rien laissé d'inachevé. Je me tenais sur la terrasse de l'aile ouest, observant la mer devenue calme, comme si elle aussi, lassée des secrets, avait trouvé la paix. Je pris un dernier petit déjeuner servi par Jeanne, silencieuse comme toujours, mais dont les gestes portaient désormais moins de peur. Elle me glissa discrètement une petite enveloppe, à l'intérieur, un mot. « Vous avez ramené la lumière. Merci. » Je fis préparer mes bagages avec soin. Vous savez, mes petites affaires sont toujours rangées avec méthode. Une valise, désordonnée, annonce un esprit troublé. Et les miennes, en ce jour, étaient impeccables. Avant de quitter la pièce, je pris un dernier moment pour faire le tour du manoir. Dans la bibliothèque, le feu s'était éteint, ne laissant qu'un peu de cendres tièdes. Une odeur de vieux papier persistait, douce, rassurante. Les livres, autrefois muets, semblaient désormais prêts à être ouverts. Dans le grand hall, le vitrail représentant l'horloge inversée brillait sous un angle nouveau. Je me surpris à penser que peut-être ce vitrail n'était pas là, pour annoncer une anomalie, mais pour rappeler que tout peut être rétabli. Le comte me rejoignit alors. Il n'avait pas dormi, cela se voyait, mais son regard était franc. Il me tendit une main, que je serrai sans excès. « J'ai écrit au ministère de la Justice, » dit-il. « Tout ce qui concerne l'héritage sera réexaminé. Ce lieu doit être restauré, mais non pour en faire un musée, pour en faire une maison de vérité. » Je hochai la tête. « Une maison peut être solide, monsieur le comte, mais ce n'est qu'avec la vérité qu'elle devient habitable. » Il acquiesça. Griggs m'attendait déjà au quai, auprès du petit bateau qui me ramènerait sur le continent. Il me salua d'un signe de tête. Les oiseaux, ce matin-là, ne criaient pas. Ils chantaient. Je montais à bord. Le vent était doux, la mer stable. Tandis que l'île s'éloignait derrière moi, je sortis mon carnet et y notai une dernière phrase. Quand une île murmure, il ne faut pas la faire taire. Il faut lui répondre, avec calme, avec raison et avec le cœur. Et pour une fois, ce n'était pas une déduction, c'était une leçon. De retour sur le continent, je séjournai quelques jours dans une pension discrète de Saint-Malo, où l'on ne me connaissait que comme le monsieur très soigné venu de Belgique. J'y retrouvai un confort sobre, une routine rassurante, et pourtant, l'esprit restait à Lille. Mes pensées, elles,
continuait à rôder dans les couloirs de pierre entre les voix murmurantes et les silences trop bien entretenus. Je reçus, dès le 2e jour, une lettre du procureur de Quimper, confirmant que l'enquête officielle avait été relancée sur la base du témoignage de Claire Dupré. Madame Bracquemont avait été formellement inculpée de séquestration. Rémy Delatour était toujours introuvable, mais un mandat international venait d'être émis. Une seconde, lettre arriva peu après. Celle-ci, manuscrite, signée de la main d'Élise Bellamy. Monsieur Poirot, je suis resté encore quelques jours à Lille. Le comte m'a demandé de l'aider à faire le tri dans les papiers anciens, dans les objets qui encombraient les greniers. Je ne sais pas si j'ai vraiment été utile, mais j'ai parlé, avec lui, avec moi-même aussi. Vous avez planté une graine de courage dans ce manoir. À nous maintenant de la faire pousser. Élise B. Je restai un long moment, immobile après avoir lu ces lignes. Ce genre de lettre, voyez-vous, vaut plus qu'un chèque en or. Je repris ensuite mes activités habituelles. Une correspondance à Londres, un appel à Bruges, une consultation à distance pour une affaire de tableau disparu. Mais rien ne m'absorbait entièrement. Un matin, dans un café près du port, je reconnus une silhouette familière, Claire Dupré. Elle portait une veste claire, les cheveux attachés simplement. Elle lisait un journal. Elle leva les yeux, me vit et sourit. « Je suis resté quelques jours ici, » dit-elle, « pour respirer. »« Et comment va votre souffle, mademoiselle ?» demandai-je, doucement amusé. Elle rit. « Stable. Pour la première fois depuis longtemps. Je vais retourner à Paris, peut-être reprendre mes études, ou enseigner, mais surtout, vivre. » Je l'inclinai la tête. Vous avez... Quelques mois s'étaient écoulés depuis les événements de l'île des Murmures. L'hiver avait glissé sur la Bretagne avec ses vents d'ardoise et ses silences cotonneux. Je reçus, en cette saison calme, une invitation inattendue. Le comte Albin de Valcourt m'invitait à revenir, non pour résoudre, mais pour contempler ce qui a été rétabli. Je me laissai convaincre. À mon arrivée, l'île me parut méconnaissable. Non dans son aspect, les pierres étaient les mêmes, les falaises toujours battues par les vents, mais dans son atmosphère. L'air y était plus léger, comme si l'endroit lui-même avait cessé de retenir son souffle. Je fus accueilli sur le quai par Élise Bellamy, désormais responsable de l'entretien du domaine. Elle portait un manteau gris et un petit chapeau de laine, et elle me salua avec chaleur et simplicité. « Vous avez choisi le bon moment, dit-elle. Le phare a été restauré, et ce soir, il brillera à nouveau. » Je passai la journée à revisiter les lieux. La chambre de Claire avait été transformée en salle de lecture. La tour des vents, nettoyée, offrait une vue limpide sur l'horizon. Même la trappe secrète avait été conservée, mais laissée ouverte, éclairée et signalée par une plaque en hommage à celle qui a vu, entendu et survécu. Le soir venu, tous les habitants de l'île, domestiques, ouvriers, gardiens, invités, se rassemblèrent au pied du phare. Le comte, sobre et silencieux, actionna le levier. La lumière jaillit, douce, blanche. Elle traversa le ciel comme une promesse tenue. Aucun mot ne fut échangé. Aucun discours ne fut nécessaire. Les visages tournés vers le faisceau disaient tout, la peur dissipée, la vérité reconnue, le présent rendu possible. Je restais en retrait, les mains croisées dans mon manteau. J'observais la lumière tracer son arc dans la nuit, puis je murmurais, pour moi seul, l'île des Murmures a cessé de parler. Parce que, enfin, elle a été entendue. Avant de quitter l'île au matin, je laissai une lettre scellée dans la bibliothèque. Elle commençait ainsi, à celui ou celle qui entendra un jour, dans ses murs, un murmure. Ne l'ignorez pas, n'ayez pas peur, car là où il y a un murmure, il y a une vérité qui cherche la lumière. Hercule Poiroté avec cela, mes amis, le mystère fut refermé. Pas effacé, mais accepté,
et dans la lumière du jour, tandis que la mer m'éloignait doucement du rivage, je sus que l'ordre avait été rendu, à l'île, aux vivants, et au silence lui-même. Si cette histoire vous a accompagné cette nuit, laissez un commentaire ci-dessous. De quel pays ou ville nous écoutez-vous? Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Histoire pour dormir, pour ne jamais manquer.